Alors, nous vous remercions tout d'abord de votre participation à ce webinaire, donc, qui est destiné à voir comment est-ce qu'il est possible de pérenniser l'organisation du travail de vos entreprises dans ce contexte actuel qui est le post-confinement. Donc, une petite précision toutefois, le webinaire se veut volontairement généraliste afin de pouvoir toucher le plus grand nombre d'entreprises de moins de 50 salariés, tous secteurs d'activité confondus. Donc pour animer ce webinaire, donc nous sommes trois animateurs, donc mon collègue Franck Kars, moi-même donc Benoît Loisel et ma collègue Colette Périssé. Donc nous sommes contrôleurs de sécurité pour la CARSAT Normandie. Au niveau modérateur aujourd'hui, nous avons avec nous Edwige Mailleux, donc, qui est responsable du pôle formation pour la CARSAT Normandie. Et en appui technique, Béatrice Dubois, donc ingénieure conseil, qui est référente sur le risque biologique. Donc, si dans le déroulé de vos questions, vous voyez apparaître ces noms pour les réponses, c'est bien les personnes de la CARSAT. Donc, au sommaire, nous allons voir, donc, on va revenir rapidement sur ce qu'est la Covid-19. Au travers de ce cas, nous reviendrons sur le principe d'analyse du travail sous l'angle prévention des risques professionnels. Et nous verrons quelle démarche suivre pour vous aider dans la mise en place d'une organisation qui peut être la plus adaptée à votre établissement. Nous ferons ensuite un rappel sur les mesures d'hygiène qui doivent être présentes dans chaque entreprise et verrons en quoi la crise du coronavirus peut permettre d'améliorer les conditions de travail et d'hygiène dans les entreprises. Enfin, nous vous présenterons quelques aides financières en lien avec le sujet abordé. Entre chaque chapitre, donc, on organisera un temps de questions-réponses sur les thèmes abordés. Donc n'hésitez pas à poser vos questions par écrit au cours de la présentation. Et en fin de webinaire, nous prévoyons un temps d'échange un petit peu plus large si vous avez des questions complémentaires en lien avec le sujet abordé aujourd'hui. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons un rappel sur l'état actuel des connaissances sur la Covid-19. Donc la Covid-19, c'est le nom de la maladie donc, qui est provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2. Donc c'est un virus qui est enveloppé d'une paroi lipidique contenant des protéines dont le but est de se fixer aux cellules de l'organisme. Si l'on détruit la paroi, on détruit les protéines. Le virus ne peut donc plus pénétrer dans les cellules saines et se développer. Il est donc inactivé. La paroi étant constituée de lipides, il est possible de détruire celle-ci en utilisant des produits tensioactifs. Donc, ce sont des produits qui sont contenus dans les savons, les lessives, les nettoyants de surface que l'on utilise déjà au quotidien. Et ces produits vont solubiliser la paroi. Donc, on peut également utiliser des produits que l'on dit virucides. Donc, ces produits obéissent à une norme précise qui est la norme EN 14476. Donc d'autres produits ont également une action virucide reconnue comme l'eau de Javel ou bien l'éthanol à 70%. Donc comment se transmet la maladie? Donc elle se transmet par ce qu'on appelle des gouttelettes. Donc ce sont des sécrétions visibles, donc les postillons, ou invisibles, qui sont projetées lors d'une discussion, d'éternuement ou en toussant. Le principal mode de transmission de la maladie est un contact direct étroit, donc moins d'un mètre et sans mesure de protection avec une personne qui est malade, qui va, elle, émettre des gouttelettes en parlant ou en toussant. On parle donc de contact et de contamination directe. Un autre vecteur privilégié de la transmission du virus est par contact de mains non lavées, souillées et portées au visage. On parle dans ce cas de contamination indirecte. Donc, en l'état actuel des connaissances, une transmission du virus par aérosol dans l'air n'est pas démontrée. Enfin, la durée de vie du coronavirus en dehors de l'organisme varie selon les milieux. Ainsi, sur les surfaces inertes et sèches, on estime que sa survie est de quelques heures, alors qu'en milieu humide, le virus peut survivre jusqu'à 6 jours. Donc il est important de rappeler que, comme tous les virus, le SARS-CoV-2 ne se multiplie pas en dehors de l'organisme. Donc voilà pour ce rappel des connaissances sur la Covid-19. Je vais laisser la main à mon collègue pour vous présenter l'analyse du travail et les mesures organisationnelles à mettre en place. Bonjour à tous.
Voici pour ce petit rappel, nous allons maintenant voir quelle démarche suivre et quels sont les points de vigilance afin de mettre en place une organisation adaptée et surtout pérenne, permettant de maîtriser vos risques professionnels dans votre entreprise. Alors pour ce faire, nous allons prendre l'exemple de la crise de coronavirus qui est d'actualité. La crise du coronavirus a contraint de nombreuses entreprises à évaluer les risques liés à ce virus pour mettre en œuvre des mesures adaptées afin soit de maintenir, soit de reprendre leur activité. Cette évaluation est apparue soit comme une évidence, soit comme une nécessité, et elle a permis de montrer qu'il est possible de repenser des organisations de travail pour répondre à une problématique particulière. Par exemple, dans le secteur de la grande distribution, plusieurs établissements ont travaillé en amont avec la logistique, en réorganisant le travail des équipes pour équilibrer leur activité entre les rayons faiblement et hautement chargés, en aménageant les horaires de mise en rayon pour éviter le contact des salariés avec le public, etc. Mais pour que cette nouvelle organisation soit pérenne et surtout efficace en termes de prévention des risques professionnels, il est nécessaire d'analyser l'ensemble des situations de travail en évaluant chaque risque et non pas seulement les risques liés au coronavirus. Cette analyse doit se faire en questionnant les opérateurs sur leur travail réel. Quelles tâches leur est demandées? Ont-ils les moyens de faire tout ce qu'on leur demande? Quelles sont leurs ressources et leurs contraintes? Et aussi, quelles propositions d'amélioration peuvent-ils faire? Il ne faut pas s'arrêter à l'ajout de nouvelles mesures sur une fiche de poste existante, comme par exemple dire que les salariés se tiendront à 1 mètre l'un de l'autre, ou bien de dire qu'il faut tendre un document à bout de bras pour le faire lire à un collaborateur. Il faut surtout se poser la question de la mise en œuvre des mesures que l'on va définir. Est-ce qu'elle sera facilement réalisable et est-ce qu'elle sera acceptée par les salariés? Il est important de noter à ce titre qu'une mesure qui est imposée et non acceptée par les salariés est une mesure qui sera peu ou pas appliquée par ceux-ci. Une fois l'analyse des situations de travail réalisée et des pistes d'amélioration trouvées, se pose la question du choix et de la priorisation des mesures de prévention des risques professionnels. Alors, pour ce faire, la réglementation a défini plusieurs principes pour guider les entreprises dans ces questions. Donc, du coup, je vous pose la question à vous. Donc, je vous invite à répondre via le fil de discussion. Selon vous, dans la réglementation, quels sont les principes qui sont définis pour vous aider dans le choix et la priorisation des mesures de prévention? Donc, je vous invite à répondre via le fil de discussion. Alors, je ne vais pas faire du suspense plus longtemps. Ce sont les principes généraux de prévention. Donc la distanciation, on va revenir dessus après. Ça, c'est l'une des mesures qu'on peut mettre en œuvre. Mais d'abord, quand on évalue une situation, qu'on évalue les risques, on se base ensuite sur les principes généraux de prévention. Donc, petit rappel réglementaire. Donc, les principes généraux de prévention sont définis dans le Code du travail. Ce Code du travail définit l'obligation pour chaque employeur de prendre les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Et la mise en place des mesures doit se faire en se basant sur les principes généraux de prévention qui sont au nombre de 9 et qui sont apparus à l'écran. Donc on ne va pas tous les lister, mais le premier principe est d'éviter les risques. Et lorsque ceci n'est pas possible, il convient d'évaluer les risques résiduels et de les combattre à la source en définissant un ensemble de mesures cohérentes, organisationnelles, techniques et humaines. Donc, en appliquant ces principes généraux pour la prévention du risque de contamination des salariés par le coronavirus, on obtient un tableau de concordance non exhaustif suivant. Donc, pour éviter le risque de contamination dans l'entreprise, il faut éviter les contacts physiques rapprochés ou prolongés entre les salariés. La solution est donc d'instaurer le télétravail pour tous les postes de travail qui le permettent. Mais le télétravail n'est pas toujours possible, notamment dans les TPE ou pour les secteurs d'activité où le maintien est jugé indispensable, comme par exemple la grande distribution, la collecte des déchets, etc. Il convient dans ce cas de combattre les risques à la source en mettant en place des mesures de distanciation, donc telles que la limitation du nombre de personnes présentes en simultané sur le lieu de travail ou dans un même local.
Donc, soit en mettant en place des horaires limités, enfin des horaires décalés, et en respectant la distanciation de 1 mètre entre chaque personne. Alors, jusqu'à hier, on parlait d'une personne pour 4 mètres carrés. Maintenant, cette notion de 4 mètres carrés a disparu, donc c'est juste 1 mètre linéaire entre chaque personne. Autre mesure de distanciation, ça peut consister à éviter les réunions, les rassemblements de personnes dans les espaces réduits et privilégier la mise à disposition de bureaux individuels pour les salariés. Une autre mesure aussi, c'est la réduction des échanges de documents papier, donc en favorisant au maximum la communication par courrier électronique, téléphone, audio et visioconférence. En complément de ces règles, des mesures de protection collective peuvent être mises en place, comme par exemple des dispositifs spécifiques pour les postes qui sont exposés au public, comme des interphones, des écrans plexiglas, la délimitation physique des espaces de travail, des zones de circulation, des zones d'attente du public, par marquage ou par utilisation de chaînettes avec motelets, et l'aération et la ventilation des locaux de travail, et nous reviendrons plus particulièrement sur ce point un peu plus tard. Dans les entreprises recevant des visiteurs ou des clients, il faut établir des procédures pour l'accès au public, en limitant le nombre de visiteurs ou de clients, en organisant les files d'attente, en affichant des consignes générales d'hygiène. Enfin, une fois que toutes ces réflexions organisationnelles et techniques ont été menées, les mesures que l'on vient de citer peuvent être accompagnées, lorsque cela s'avère nécessaire, d'équipements de protection individuelle tels que les masques ou visières. Il faut également veiller à l'approvisionnement des postes de lavage des mains en privilégiant un lavage à l'eau et au savon, avec un séchage des mains avec un papier à usage unique. Et lorsque le lavage des mains à l'eau et savon n'est pas possible, mettre à disposition des salariés des solutions hydroalcooliques. On vient de voir, les mesures de protection individuelle doivent être recherchées uniquement après investigation sur les mesures de protection collective. Selon vous, pourquoi les équipements de protection individuelle ne doivent pas être la première solution à rechercher lorsque vous faites votre évaluation des risques? Donc, voilà, je vous invite à répondre via le fil de discussion. Pourquoi ne pas rechercher en priorité les équipements de protection individuelle et pourquoi privilégier à la place des équipements de protection collective ou des mesures organisationnelles? Les équipements de protection individuelle, leur efficacité dépend beaucoup des conditions d'utilisation de ces derniers. Donc, par exemple, si on revient sur le cas du masque, un masque qui va être mal ajusté ne va pas remplir son rôle de filtration, et auquel cas le salarié va se croire en sécurité alors qu'il ne l'est pas, et il risque de s'exposer en ne respectant plus la distanciation des 1 mètre. Autre sujet aussi, c'est que la protection collective, elle peut être intégrée, et du coup, on n'a pas on n'a pas à se soucier de la présence parce qu'elle est présente, tandis que l'équipement de protection individuelle, c'est au salarié de la mettre. Donc, s'il oublie de la mettre, du coup, il n'est plus protégé. Et de même aussi, l'équipement de protection individuelle peut générer des contraintes, comme c'est le cas avec le masque, par exemple, en cas de forte chaleur. Donc, on est en plein dans l'épisode en ce moment, ou lorsqu'on a une activité physique soutenue. Donc le masque va rendre difficile la respiration, donc il génère des contraintes. Donc c'est pour toutes ces raisons que les équipements de protection individuelle ne doivent pas être recherchés en priorité. Donc le masque ne se substitue en aucune manière aux mesures de protection collective et aux mesures barrières qui ont été définies dans le cadre du coronavirus. En revanche, dans certaines situations où il n'est pas possible de respecter la distanciation, comme par exemple les activités de dentiste ou de coiffeur, dans ce cas-là, le port du masque est obligatoire, puisqu'on ne peut pas mettre de mesures barrières et de distanciation efficaces. Alors, autre point de vigilance lié cette fois à l'utilisation des solutions et des gels hydroalcooliques qui contiennent entre 60 et 70% d'alcool. Donc, ces concentrations sont indicatives, c'est pour qu'ils soient efficaces. En dessous de 60, ils sont moins efficaces. À ces concentrations, ces substances peuvent provoquer des rougeurs, des irritations, voire même des lésions cutanées, donc des crevasses. Les vapeurs émises par ces solutions peuvent provoquer des maux de tête et à forte dose peuvent entraîner des effets narcotiques. Enfin, ces substances sont des liquides inflammables. Il convient donc de faire attention sur les conditions de stockage, donc éviter de stocker les bidons dans des locaux fermés, exposés à la chaleur, mais également attention sur les conditions d'utilisation. Donc, à ce titre, durant le confinement, plusieurs cas de brûlures thermiques consécutives à des départs de feu liés à l'utilisation de gel hydroalcoolique ont été signalés.
Au travers de ces deux exemples sur les masques et les gels hydroalcooliques, on voit donc que les mesures que l'on met en place pour lutter contre un risque précis doivent être considérées dans un ensemble plus global, afin de ne pas occulter d'autres risques qui seraient déjà présents dans l'entreprise, ni de créer de nouveaux risques. Alors, pour imager cela, nous allons prendre le cas du télétravail. Donc, comme on a vu un peu plus tôt, le télétravail est la mesure qui permet d'éviter le risque d'exposition au coronavirus dans l'entreprise. Mais déjà, cette mesure n'est pas tout le temps applicable. Et autre point, avant de le mettre en œuvre, il est nécessaire de mener une réflexion plus globale car elle peut engendrer de nouveaux risques, tels que les troubles musculo-squelettiques ou les risques psychosociaux. Il faut donc identifier et évaluer ces risques en amont afin de définir des mesures complémentaires, car l'environnement du travail à domicile diffère de l'environnement professionnel. Ainsi, les salariés peuvent rencontrer des difficultés qui sont liées à l'absence d'espace dédié au domicile, à un bureau inadapté au travail informatique ou bien encore à une non-conformité éventuelle du matériel informatique. Il est donc primordial de s'assurer que le salarié dispose d'un espace de travail adapté et idéalement dans une pièce dédiée et isolée. La dimension psychosociale est également différente à domicile. Sorti du cadre de l'entreprise, le salarié doit organiser personnellement son temps, sa charge de travail. Il peut avoir du mal à maîtriser les outils de communication et les outils informatiques qui lui sont mis à disposition. Il peut également rencontrer des difficultés à établir des limites nettes entre les sphères privées et professionnelles, notamment dues à la présence d'enfants au domicile. Il est donc important de recommander aux salariés d'organiser leur travail, donc en se fixant des horaires précises. Le plus simple est de garder le même rythme de travail que celui pratiqué dans l'entreprise lorsque c'est possible, en s'octroyant des pauses régulières, donc c'est-à-dire des pauses de 5 minutes toutes les heures, pour limiter à la fois la fatigue visuelle et pour limiter aussi la posture assise trop longtemps, et en anticipant la charge de travail, en la planifiant idéalement sur la semaine. Mais l'entreprise doit également tenir compte des contraintes auxquelles sont soumis les salariés lorsqu'ils sont en situation de télétravail et donc adapter la charge et les objectifs en conséquence. Enfin, l'isolement du salarié au domicile et la limitation des interactions sociales peuvent être à l'origine de stress. Il est donc nécessaire que l'entreprise maintienne un contact avec l'équipe en organisant des réunions régulières à distance avec les collègues ou des points réguliers avec les managers. Certaines entreprises qui ont instauré le télétravail durant le confinement souhaitent aujourd'hui maintenir cette mesure de manière permanente. Alors, il est important, comme on a pu le voir, de maintenir un rythme de travail journalier et de maintenir un lien social avec les salariés. Il est donc préférable, dans un contexte de post-confinement, de mettre en œuvre un télétravail partiel, donc c'est-à-dire qui va alterner présentiel en entreprise et télétravail à domicile, justement pour maintenir le lien social, mais aussi par souci d'équité de traitement entre les salariés. Et également éviter ainsi la stigmatisation des personnes les plus fragiles qui, elles, sont obligées de rester en télétravail pour limiter les risques d'exposition. Alors, à ce titre, dans le nouveau plan de déconfinement national qui est paru hier, le télétravail n'est plus la règle. C'est-à-dire que la règle maintenant revient sur une présence dans l'entreprise. Mais par contre, les entreprises peuvent continuer à maintenir donc le télétravail de manière progressive, donc en alternance présentiel et télétravail. Et puis, bien sûr, pour toutes les personnes qui sont jugées à risque, le télétravail reste quand même la mesure à prioriser pour éviter les expositions. Donc maintenant que l'on a vu la démarche et les points de vigilance, voici quelques exemples d'actions concrètes que vous avez sans doute vous-même déjà mis en œuvre dans vos entreprises pour prévenir les risques d'exposition au coronavirus. Donc on va voir que certaines de ces mesures peuvent être maintenues de manière pérenne, car elles répondent aussi à d'autres problématiques. Donc par exemple, dans les zones d'accueil des entreprises, on retrouve de l'affichage donc à destination des clients, des salariés, des visiteurs, la mise à disposition de gel hydroalcoolique, et certaines entreprises ont également mis en place un registre de présence sur lequel sont indiqués les horaires d'entrée et de sortie des salariés, les bureaux ou les locaux qui sont visités. Donc, ce registre présente plusieurs utilités. Donc, premièrement, dans le cas du coronavirus, il permet de savoir
en cas de dépistage d'un cas positif de salarié, qui a pu être en contact avec le salarié contaminé, quand et à quelle occasion. Donc ça permet de faire ce que les autorités appellent le contact tracing, donc le traçage contact. Il permet également de procéder à un nettoyage ciblé et approfondi des locaux utilisés, et inversement, éviter de nettoyer sans cesse des locaux qui ne sont pas utilisés par les salariés. Donc ça, c'est l'utilité du registre dans le cas du coronavirus, mais d'une manière plus générale, le registre permet également de connaître le nombre de personnes qui sont présentes dans les locaux. Donc c'est notamment utile en cas d'évacuation incendie. Autre mesure mise en place massivement, c'est la signalisation des sens et des voies de circulation, donc soit par marquage au sol ou par affichage. Donc cette signalisation permet d'éviter et de limiter les croisements dans les circulations communes. Autre exemple dans les bureaux, c'est la mise à disposition de lingettes nettoyantes au niveau des photocopieurs, l'installation de systèmes d'ouverture des portes au pied, donc via un système de pédales, pour ne pas toucher les poignets avec les mêmes. Alors, vigilance toutefois sur cet équipement, les pédales ne doivent pas créer un nouveau risque, c'est celui de chute de plein pied en se prenant les pieds dedans. Donc, vigilance sur l'implantation de ces pédales, et lorsque c'est possible, il est préférable de maintenir les portes ouvertes. Dans les activités de carrière ou de fabrication de béton, certaines entreprises ont mis en place des affiches de communication à destination des conducteurs de chariots. Donc les conducteurs utilisent ces affiches pour échanger avec les chauffeurs-livreurs qui arrivent sur les sites. Donc ça permet de limiter, outre la distanciation qui est respectée, puisque le cariste reste dans son chariot, ça permet de limiter les risques de chute de plein pied et de hauteur, donc consécutifs aux montées et descentes des caristes. Dans certaines entreprises où la manutention de charges lourdes et encombrantes était réalisée manuellement par 2 opérateurs, une réflexion a été menée sur la mise à disposition d'équipements d'aide à la manutention pour réaliser l'opération avec un seul opérateur. Alors, vigilance toutefois sur cette mesure. Avant de pouvoir utiliser les équipements, les salariés doivent avoir doivent avoir reçu une formation théorique et pratique et disposer d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur. Enfin, dans le secteur des commerces, une solution de tourniquet a été développée pour les drives afin de permettre l'isolement du salarié et des clients. Donc, voici pour les exemples. Donc, on ne les a pas tous balayés parce qu'il y a une multitude d'exemples. Mais pour conclure ce premier chapitre, donc, on a vu au travers du cas du coronavirus la démarche à suivre pour définir des mesures organisationnelles et techniques adaptées. Par extension, il est nécessaire de poursuivre cette démarche sur l'ensemble des risques professionnels qui sont présents dans l'entreprise, donc en réinterrogeant les situations de travail sous différents prismes, c'est-à-dire sous l'angle risque troubles musculo-squelettiques, risque chimique, etc. C'est ce que l'on appelle l'approche globale de prévention des risques. Donc, si on revient par exemple sur quelques mesures qui ont été mises en œuvre pour répondre au coronavirus, on s'aperçoit qu'elles servent également à prévenir d'autres risques si on change de point de vue. Par exemple, passer d'une manutention manuelle de charge à 2 opérateurs vers une manutention mécanisée à un seul opérateur va dans le sens de la prévention des troubles musculo-squelettiques. L'analyse des locaux et des flux de circulation pour limiter les croisements peut se faire en amont lors des projets de construction ou d'aménagement des locaux. Donc cette démarche, que l'on appelle conception des locaux et situation de travail, permet d'identifier les différents flux internes et externes de l'entreprise pour bien les séparer et ainsi réduire les risques de croisement et de heurts, d'écrasement entre les piétons, les véhicules, les engins. Enfin, sur les chantiers de construction, mettre en place la limitation du nombre de personnes présentes en simultané dans un même local permet de réduire l'exposition à d'autres risques, comme par exemple les risques liés aux poussières de silice ou de bois. Donc dans tous les cas, pour que la démarche de prévention soit réussie et que les mesures mises en œuvre soient acceptées et appliquées par tous, il est nécessaire d'impliquer les salariés, tout échelon confondu, et d'intégrer les instances représentatives du personnel, pour les entreprises qui en bénéficient, dans la réflexion. Enfin, pour clore ce chapitre, nous vous rappelons que les mesures de prévention issues de l'analyse des situations de travail devront être formalisées et retranscrites dans votre document unique d'évaluation des risques professionnels, le DUR. Ces mesures devront faire l'objet d'une évaluation, à minima annuelle, pour s'assurer de leur efficacité et être adaptées si nécessaire.
C'est le principe d'amélioration continue. Et maintenant, je laisse la parole à ma collègue Colette Périssé qui va répondre aux questions qui ont été posées durant la présentation. Bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. Pour répondre aux premières questions qui ont été posées, et surtout n'hésitez pas à continuer à poser vos questions sur le fil de discussion. Il y a eu des questions concernant si un salarié présente des symptômes du style diarrhée, est-ce que je peux lui demander un test de dépistage? Alors là, ça a été défini dans le nouveau protocole de déconfinement. Vous retrouvez la réponse au niveau de la page 11, entre autres. Et sinon, ce qu'il est rappelé, en fait, c'est qu'il doit consulter son médecin traitant ou le médecin du travail, et c'est eux qui pourront préconiser un test de dépistage. Et puis, si jamais le salarié est sur le lieu de travail, la précaution étant de lui demander de rentrer chez lui, de l'isoler et de lui demander de rentrer chez lui. Des questions concernant le stockage du gel hydroalcoolique dans les voitures. Alors là, je vous dirais, ça dépend du temps extérieur. Effectivement, le mieux étant de ne pas prendre de risques par forte chaleur et de l'exposer, de le laisser sous le pare-brise ou dans des endroits où il pourrait y avoir un risque d'inflammation. Comme le disait mon collègue Franck, il y a eu des cas de brûlure au gel hydroalcoolique. Pour le moment, on n'a pas entendu parler de risques au niveau des voitures, mais il vaut mieux prendre des précautions de ce côté-là. Je vais donner la parole à ma collègue Béatrice, qui va compléter certaines questions. Quand on regarde la fiche technique sur l'éthanol, ça indique une température d'auto-inflammation qui est à plus de 300 degrés. Donc, dans une température, même en plein soleil, on ne va pas atteindre ces températures-là. Donc, globalement, il n'y a pas forcément un risque que le produit, le gel hydroalcoolique, s'enflamme spontanément, qu'il s'auto-enflamme. Après, s'il y a un événement complémentaire qui se produit dans le véhicule, un effet loupe des lunettes sur le flacon, enfin voilà, on peut se retrouver à avoir un événement extérieur qui vient amplifier et provoquer cette inflammation, mais l'éthanol en lui-même ne va pas s'auto-enflammer. Par contre, on peut avoir un risque que le flacon éventuellement éclate à cause des gaz qui peuvent être libérés lors de l'évaporation. Il fait très chaud, dans ce mélange, voilà, il y a un certain nombre de produits et donc il peut y avoir du gaz qui va se libérer et donc là, le flacon, à un moment donné, il peut éclater, bon, sans pour autant prendre feu. Bon, pour autant, c'est vrai que pour conclure, vaut mieux conserver le gel hydroalcoolique éventuellement dans leur sac, dans leur poche quand ils sortent du véhicule et pas le laisser dans le véhicule. Mais bon, je ne pense pas qu'il y ait un risque majeur au niveau d'auto-inflammation. Il y avait une question également sur le partage du crayon pour remplir le registre. Le partage du crayon, en fait, c'est tout crayon ou autre chose, c'est tout ce qui va être transmis, utilisé par les mains de différentes personnes, tout ce qui est partagé. Donc, quelque part, il y a un risque dès lors qu'on est en contact avec quelque chose par les mains, puisqu'on ne sait pas la personne précédemment, est-ce qu'elle s'était lavé les mains avant d'utiliser le crayon? Est-ce qu'elle était éventuellement, elle avait les mains contaminées, et cetera. Donc on peut identifier qu'il y a un risque de transmission par contact sur les mains de la personne suivante qui va utiliser ce crayon. Par contre, on sait très bien que le coronavirus ne se transmet pas par la peau. Il ne va pas contaminer la personne suivante par la peau. Le seul risque de contamination, c'est si la personne, après avoir utilisé le crayon après son collègue, porte les mains à son visage ou ne se lave pas les mains dans la foulée après avoir utilisé ce crayon. Et voilà, si elle porte les mains à son visage à un moment donné, là, elle peut récupérer des microbes de la personne précédente. Mais voilà, il n'y a pas le risque le risque de transmission par contact se fait uniquement s'il y a ensuite un contact au visage. Donc c'est vrai que le plus simple pour être sûr, c'est de faire en sorte que les gens utilisent leur propre stylo. Ça évite d'avoir à gérer toutes ces explications complémentaires. Donc je ne sais pas si ça a répondu à vos questions, si vous voulez des précisions ou si ça suffit.
Une question concernant la consultation du CSE par rapport au plan de reprise d'activité, l'actualisation des mesures à revoir pour adapter les règles aux pratiques. De toute manière, il est toujours, nous, on vous conseille effectivement de consulter le CSE, de consulter les instances représentatives du personnel, parce que c'est un lieu d'échange, et c'est important de consulter ceux qui représentent les salariés. Avez-vous d'autres questions? On va passer au chapitre suivant, et si vous avez encore des questions, de toute manière, il y a d'autres moments d'échange, il y en a un avec la prise de parole. Je redonne la parole à mon collègue Benoît. Alors maintenant, nous allons voir ça nous paraissait important en fait de revenir sur quelques mesures d'hygiène. Donc la crise du Covid-19 a mis en évidence la nécessité de maintenir et de renforcer les mesures d'hygiène dans les entreprises. Le volet hygiène fait partie intégrante du Code du travail qui fixe l'obligation pour l'entreprise de mettre à disposition de ses salariés les moyens d'assurer leur propreté individuelle. Les installations sanitaires concernent donc les vestiaires, les lavabos et les douches si nécessaire, ainsi que les cabinets d'aisance, donc toilettes et urinoirs. Pour les vestiaires, donc ça doit être des locaux séparés des bureaux et des ateliers, tenus en état de propreté constant, aérés, donc c'est une partie sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard, pourvus donc de sièges et armoires en nombre suffisant, et s'il y a des vêtements qui sont susceptibles d'être souillés par l'activité, avec des hydrocarbures, des poussières et autres, les armoires doivent être munies d'un compartiment isolé, donc une cloison de séparation minimum pour les vêtements propres des vêtements sales. Pour les lavabos, donc on doit avoir de l'eau à température réglable, des moyens de nettoyage, de séchage, d'essuyage qui sont appropriés aux activités. Donc nous, ce qu'on vous recommande, c'est un distributeur de savon, de l'essuie-main papier, donc à usage unique, ainsi que des poubelles avec couvercle et ouverture à pédale. Pour les douches, donc, il est obligatoire si les travaux sont insalubres ou salissants. Donc c'est un ancien arrêté de 1947 pour tout ce qui est travaux exposant au plomb, à l'abattage de volailles, pour l'équarrissage, fabrication et manipulation de pigments de poudre, etc. Mais après, chaque employeur peut mettre à disposition des douches pour des raisons d'hygiène ou d'amélioration des conditions de travail. Et ça, en fonction de l'évaluation des risques, en fonction de certaines activités qui peuvent être mises en place dans les entreprises. Exemple, des activités qui nécessitent des efforts physiques importants ou des efforts physiques réguliers. Pour les sanitaires, donc on doit avoir un nombre adapté en fonction de vos salariés et du nombre d'hommes et de femmes que vous avez dans votre entreprise. Donc un urinoir et un cabinet de toilette pour 20 hommes et 2 cabinets de toilette pour 20 femmes. Donc les sanitaires doivent être isolés des locaux, ils doivent être fermés, aérés, nettoyés et désinfectés quotidiennement. Donc toujours avec abattant sur les lunettes pour éviter la libération en fait, d'aérosols qui peuvent être potentiellement contaminés. Donc l'ensemble de ces mesures s'applique également aux chantiers de bâtiments et de travaux publics. Donc comme on l'a vu précédemment, les locaux tels que vestiaires et sanitaires doivent être aérés. Donc d'une manière plus générale, c'est l'ensemble des locaux de travail fermés qui doivent être aérés afin de renouveler l'air intérieur. Donc en matière d'aération et d'assainissement, le Code du travail distingue 2 types de locaux. Donc ceux à pollution non spécifique, pollution liée uniquement à la présence humaine, hors les sanitaires, et les locaux à pollution spécifique. Donc les sanitaires, les locaux présentant des substances dangereuses ou gênantes sous forme gazeuse, vapeur ou aérosol. Donc le taux de renouvellement de l'air varie en fonction de l'usage de ces locaux. Pour les locaux bénéficiant d'ouvrants donnant vers l'extérieur, que le bâtiment soit pourvu ou non d'un système de ventilation, il est recommandé de procéder, dans un premier temps, à une vérification du bon fonctionnement des orifices d'entrée et de sortie d'air.
en nettoyant les grilles, en vérifiant l'absence de matériaux qui peuvent obstruer les grilles. Une aération régulière, donc par ouverture en grand des ouvrants, donc principalement les fenêtres, et au minimum pendant 10 à 15 minutes, 2 fois par jour. On peut également faire une aération pendant et après les opérations de nettoyage ou de désinfection. Attention, hein, surtout en cette période, donc les périodes de forte chaleur, l'aération régulière est à réaliser quand la température extérieure est inférieure à la température intérieure. En complément ou en absence d'ouvrant vers l'extérieur, il est possible d'avoir recours à un système de climatisation ou de ventilation mécanique, dans le respect de certaines recommandations. Donc la première, s'assurer régulièrement du bon fonctionnement de l'ensemble du système de ventilation et du renouvellement permanent de l'air dans les pièces fréquentées, y compris dans les sanitaires. Organiser l'entretien des réseaux et des systèmes de filtration par du personnel qualifié, et ce, à minimum une fois par an. Utiliser les filtres les plus performants possibles sur le plan sanitaire et compatibles avec l'installation. Donc, dans le contexte actuel du Covid-19, il est recommandé en plus d'assurer, quel que soit le contexte, un renouvellement régulier de l'air dans tous les espaces clos au moyen d'une aération, donc l'ouverture des fenêtres en priorité, et ou d'une ventilation naturelle ou mécanique, et ce afin d'apporter un air neuf qui vient de l'extérieur et d'évacuer l'air qui a séjourné à l'intérieur vers l'extérieur. Donc éviter le recyclage ou la recirculation de l'air dans les locaux. Il convient de passer le système de ventilation, donc le système ventilation-climatisation, sur un mode de fonctionnement tout air neuf. Donc, quelles évolutions peuvent être possibles suite à cette crise? Donc, certaines mesures qui ont été mises en place dans les entreprises pour répondre à la crise du Covid-19 peuvent être pérennisées afin d'améliorer les conditions d'hygiène et de limiter les risques biologiques en général. Par exemple, la matérialisation au sol dans les vestiaires, couplée à l'adaptation des horaires d'arrivée pour réduire le nombre de salariés présents simultanés, c'est une mesure qui peut être appliquée dans l'organisation en fait, de tous les jours. Ça peut également être utile lors de périodes d'épidémies saisonnières comme la grippe. Privilégier aussi et systématiser en fait, les systèmes sans contact. Donc tout ce qui est détection infrarouge ou système de mise en place à pédale, ça peut être utilisé dans de nombreux cas. Les distributeurs de savon, les distributeurs de gel hydroalcoolique, les lavabos, les interrupteurs pour les portes, les machines à eau, etc. Attention toutefois sur les systèmes à pédale, l'objectif n'étant de ne pas créer de nouveaux risques, puisque la pédale, en fonction de la zone où elle sera installée, si elle est dans une zone de circulation, peut engendrer un risque de chute de plein pied, un risque de heurt et d'encombrement d'un accès. La crise liée donc à la Covid-19 a mis également en évidence un manque d'équipement d'hygiène sur certaines typologies de chantiers. Donc les chantiers mobiles VRD, les constructeurs de maisons individuelles en diffus, voire même lors de construction de lotissements. Comme on a vu précédemment, les installations sanitaires sont une obligation réglementaire et devraient être présentes sur ces chantiers. Donc des stations mobiles de nettoyage ont été développées et sont utilisées par certaines entreprises donc pendant la crise pour permettre aux salariés de se laver les mains. Donc cet équipement peut être généralisé sur les chantiers qui ne disposent pas de base-vie ou de point d'eau. Une autre solution existe, comme la mise à disposition de roulottes autonomes de chantier pour les intervenants. Enfin, pour les bases-vie classiques de chantier avec arrivée d'eau, il est possible d'aménager les modules sanitaires avec des lave-mains à pédale. Donc il nous paraissait également important et intéressant de faire un point sur ce qui est la différence entre le nettoyage et la désinfection. Donc le nettoyage, effectué par essuyage avec un produit contenant un tensioactif, permet d'éliminer les matières grasses, les poussières et autres. Ces tensioactifs se trouvent dans les savons, les dégraissants, les détergents, mais aussi les détachants, les lessives, les produits pour vaisselle et les produits qu'on utilise habituellement. Lorsqu'elle est nécessaire, la désinfection est effectuée en complément du nettoyage.
Elle se réalise avec des produits contenant au moins une substance testée pour sa capacité à diminuer de façon importante le nombre de micro-organismes présents au moment de l'opération. Donc, quand nettoyer ou désinfecter? Le choix est à faire en fonction du risque de contamination d'une surface qui repose principalement sur 2 critères. Donc, l'affluence. Plus l'affluence est grande, plus le risque que la surface soit contaminée par les postillons d'une personne qui est infectée. Et la fréquence de toucher. Plus la surface est touchée, plus le risque qu'elle soit contaminée augmente. Donc, lorsque les surfaces présentent un risque faible de contamination par le SARS-CoV-2, les locaux sont entretenus quotidiennement avec des produits de nettoyage habituels. Lorsque le risque de contamination est plus important, exemple les rampes d'escalier, les boutons d'ascenseur, les poignées de porte, la fréquence de nettoyage doit être augmentée, donc là plusieurs fois par jour. Et celui-ci donc réalisé à l'aide de produits contenant un tensioactif ou un tensioactif avec une substance ayant une action virucide. Lorsque le risque de contamination là est jugé très important, il est nécessaire d'effectuer une opération de désinfection selon un protocole particulier, en plus de l'opération de nettoyage préalable. Donc, les produits de nettoyage et de désinfection sont des produits chimiques et donc nécessitent en ce sens une formation adaptée des utilisateurs. Donc, pour reconnaître en fonction de la manipulation, connaître les risques liés à l'utilisation du produit, ce qui permettra de limiter les risques généraux liés à leur utilisation. Donc, certains produits peuvent provoquer des réactions avec les détergents qui peuvent permettre la libération de chlore gazeux. Et cette libération de chlore, en fait, risque d'affecter les poumons de l'utilisateur s'il n'est pas protégé. Donc, point important à retenir, la différence entre le nettoyage et la désinfection, c'est que dans un premier temps, le nettoyage, c'est ce qu'on pourrait appeler la propreté qui est visible de la surface, alors que la désinfection, c'est égal à la propreté qui est invisible. Voici sur cette partie hygiène. Il y a des questions? Je vais laisser la parole à Colette s'il y a eu des questions au fur et à mesure de la présentation. Avez-vous des questions? Il y a une question, on a répondu en cours de route, donc des précisions données par rapport au rôle du CSE, hein, donc toute organisation du travail, toute modification de l'organisation du travail donc doit passer par le CSE et pour rappel, seul le CSE a le pouvoir, de vote et de décision. Donc la commission, de santé au travail, n'a pas ce pouvoir, même si c'est une émanation du CSE. Donc il y a une présentation à faire en CSE. Avez-vous d'autres questions? Juste vous apporter une petite précision sur la question du nettoyage et de la désinfection, puisqu'on voit aujourd'hui beaucoup de fournisseurs, de fabricants faire la promotion de dispositifs de désinfection, désinfection de l'air avec différentes techniques, hein, de l'ozone, des UV. Diverses et variées, nébulisation de produits désinfectants. Donc, il faudrait vraiment analyser votre situation de travail et est-ce qu'il y a vraiment nécessité de désinfecter, puisque la désinfection, c'est quand même un procédé très lourd qui utilise des produits chimiques avec des effets, d'autres, la possibilité de créer d'autres risques en fait pour les salariés. Donc on sait qu'il y a quand même certains dispositifs qui sont très lourds à mettre en œuvre, qui sont aujourd'hui réservés à des environnements plus de type, laboratoire, milieu vraiment, où on cherche, un environnement très, très maîtrisé en termes de microbiologie, ce qui est pas forcément le cas de vos entreprises. Donc il faut vraiment garder en tête que ce virus, la contamination se fait surtout, soit par contact direct ou par, contamination indirecte par contact avec des surfaces contaminées. Donc dès lors que vous mettez en œuvre un nettoyage vraiment, régulier des surfaces potentiellement contaminées, il n'y a pas nécessité de mettre en place des dispositifs extrêmement lourds, puisque de toute façon il n'y a pas d'intérêt à désinfecter l'air, d'un lieu de travail. Alors en complément de ce
des sujets qui ont été abordés. Tout à l'heure, on a parlé du nouveau protocole national de déconfinement que vous pouvez trouver sur le site du ministère du Travail. Les grands chapitres qui sont abordés et qui peuvent compléter les questions que vous pourriez avoir sont entre autres les nouvelles mesures de protection des salariés donc, qui ont été évoquées tout à l'heure par mes collègues. Vous retrouvez un chapitre sur les protections individuelles, un autre, il y avait des questions donc, sur les tests de dépistage, le protocole à mettre en place pour la prise en charge d'une personne symptomatique. Il y a aussi parfois, on a des questions sur la prise de température, donc vous avez aussi un chapitre qui aborde ça. Vous avez dans les annexes, vous avez donc les bonnes pratiques à promouvoir dans la gestion du flux des personnes, une partie sur le nettoyage des infections, mais qui a déjà été bien repris donc, par Béatrice. Et vous avez aussi une annexe concernant les masques. Donc, vous voyez, il y a encore un certain nombre de choses qui sont indiquées. Et surtout, ce qui est important, c'est que, et ça, c'est un peu en introduction, il est rappelé que c'est basé sur les principes généraux de prévention. Donc, c'est toujours ce qu'il faut avoir en tête et à appliquer au niveau du lieu de travail. Si vous n'avez pas de questions, nous allons passer. Alors, petite question par rapport à la prestation de ménage. C'est vrai qu'il faut voir avec l'entreprise, elle doit pouvoir vous communiquer le protocole, en fait, ce qu'elle a modifié, comment elle a organisé ces nouvelles modalités des nettoyages, quelle surface elle nettoie, quelle fréquence, de quelle manière, pour que vous puissiez, vous, avoir un avis, pouvoir faire le point avec elle sur la manière dont ça a été organisé. Et éventuellement décider avec elle de points de contrôle qui peuvent être réalisés à certains moments. Mais c'est vrai que ça doit se faire en concertation avec vous, étant donné que voilà, vous savez où les salariés vont travailler, vont avoir des interventions plus fréquentes, des zones plus sensibles. Donc c'est à vous voilà, de le travailler avec la société de ménage. Si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons continuer. Donc la dernière partie, nous allons donc vous présenter les aides financières qui sont mises en place donc par l'assurance maladie et risque professionnel et qui sont déployées par la CARSAT Normandie. Donc vous devez savoir que tout d'abord, les subventions prévention TPE répondent à des critères d'éligibilité. Donc l'entreprise qui effectue une demande doit avoir un effectif entre 1 et 49 salariés. Elle doit être implantée en Normandie et dépendre du régime général. Le document unique d'évaluation des risques professionnels doit être mis à jour depuis moins d'1 an et tenu à disposition de la caisse régionale. Les équipements dans lesquels vous allez investir doivent être neufs, conformes aux normes en vigueur, ainsi qu'à certains cahiers des charges, donc de l'assurance maladie, ainsi que ceux de l'INRS. Donc pour certaines subventions prévention TPE, un investissement minimum de l'entreprise est requis. Bon, il faut également savoir que les subventions ne seront plus possibles lorsque les budgets seront épuisés. Donc les deux premières subventions qui sont en lien avec la situation de la Covid-19, donc la subvention prévention TPE Covid est disponible pour l'ensemble des établissements, sauf ceux de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Elle est également disponible pour les travailleurs indépendants qui n'ont pas de salariés. Elle ne concerne que les acquisitions réalisées du 14 mars 2020 au 31 juillet 2020 ou les locations qui ont été commencées pendant cette période. Les mesures financées comprennent les mesures barrières et de distanciation physique, ainsi que des mesures d'hygiène et de nettoyage corporel. Donc cela exclut les systèmes de nettoyage et de désinfection des locaux et des surfaces, comme les systèmes à l'ozone, les purificateurs d'air, etc. Nous pouvons retrouver des mesures telles que la pose de vitres, de plexiglas, de cloisons de séparation, d'écrans fixes ou mobiles, mais aussi la pose de poteaux et de grilles ou de barrières amovibles. Donc, cette subvention prévention peut également être demandée pour l'installation permanente et ou temporaire de locaux additionnels, tels que des bureaux, des vestiaires ou encore pour des sanitaires. Donc, que ce soit toilettes, lavabo ou douche. Donc cette subvention propose une option, mais c'est bien une option. Donc si au moins une mesure barrière de distanciation physique listée ci-avant est mise en place,
il peut être demandé donc une aide pour le financement de masques, de visières et de gel hydroalcoolique. Donc pour cette subvention, l'aide de la CARSAT Normandie est plafonnée à 50% des investissements dans la limite de 5 000 € par entreprise. Et là, l'entreprise doit avoir un investissement minimum qui est de 1 000 € pour une entreprise avec salariés, pour les travailleurs indépendants qui est de 500 €. La deuxième subvention, donc caisse sécurisée, c'est une subvention régionale qui est disponible pour l'ensemble des établissements de commerce de détail, qu'ils soient alimentaires ou non. Elle vous permet d'investir dans une caisse sécurisée avec monnayeur automatique. Donc la caisse devra être équipée d'un dispositif de gestion sécurisée des billets et des pièces, constitué de 3 éléments. Donc une unité pour les pièces, une unité pour les billets et un logiciel de pilotage. Bien sûr, pour pouvoir avoir cette subvention, une partie formation des salariés doit être intégrée à l'investissement de ce matériel. L'aide de la CARSAT Normandie est possible sur l'investissement, mais pour cela, il faut que l'entreprise investisse au minimum 2 000 €. Donc l'aide est plafonnée à 40% de vos investissements si vous faites un achat. Si vous utilisez l'option d'investissement en crédit bail, la subvention, donc on vous aide à hauteur de 30% de l'investissement. Et on a une limite qui est donc de 25 000 € par entreprise. Nous avons également 3 subventions prévention complémentaires par rapport à cette crise. Donc ces 3 subventions sont plafonnées à 25 000 € ou 50% de vos investissements hors taxe. Donc la première, la subvention prévention TPE Bâtir Plus, donc qui est disponible pour les entreprises ayant une activité relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics. Donc elle vous permet et vous aide dans l'investissement de bungalows de chantier mobiles autonomes, isolés et chauffés. Ce matériel permet l'hébergement de personnel et doit comporter à minima un lave-mains et un cabinet de toilette. Donc cette aide permet également d'autres investissements en lien avec les chantiers, mais que l'on n'abordera pas aujourd'hui. Nous avons 2 subventions prévention TMS Pro, donc diagnostic et action. Donc comme on a pu l'évoquer précédemment, votre établissement a peut-être étudié la mise en place de dispositifs d'aide à la manutention. Donc au-delà de la crise du Covid-19, le dispositif de subvention TMS Pro Action peut vous permettre d'investir dans du matériel, des équipements et des formations adaptées inscrites dans votre plan d'action. Ce plan d'action doit être issu d'un diagnostic des situations de travail. Donc, la subvention TMS Pro Diagnostic vous permet de former une personne ressource en interne et ou de demander une prestation ergonomique pour la réalisation d'un diagnostic de prévention des TMS. Donc, si vous faites appel à un prestataire, la prestation doit inclure l'étude des situations de travail concernées et un plan d'action. Enfin, donc la subvention prévention Propreté Plus, qui est disponible pour l'ensemble des établissements, sauf ceux de la fonction publique et les territoriales et la fonction publique hospitalière. Cette subvention peut vous aider dans l'investissement de matériel de nettoyage manuel, de type balai à plat, aspirateur, système de nettoyage à l'eau pure, des kits de nettoyage avec perche et autres. Mais également dans des équipements mécanisés, type monobrosse ou autolaveuse. Et cette subvention vous donne droit aussi à une prestation pour la formation à l'utilisation du matériel dans lequel vous aurez investi. Vous pouvez retrouver l'ensemble des incitations financières déployées par la CARSAT Normandie, les conditions générales d'attribution ainsi que les cahiers des charges des équipements financés sur notre site internet. Donc pour cela, vous avez une image de notre site internet. Donc vous avez l'onglet Entreprise qui est en orange. Ensuite, vous avez un lien avec, sur le côté, voilà, deuxième colonne, nos aides financières, où là vous retrouverez l'intégralité de nos subventions prévention, ainsi que les cahiers des charges et les critères et conditions générales d'attribution. Donc, si vous avez des questions sur les différents dispositifs que je viens de vous présenter, aujourd'hui, nous avons avec nous Marilène, donc, qui est chargée d'études incitation financière, qui va pouvoir répondre à vos questions.
Oui, bonjour. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions que vous souhaitez. Alors, non, il n'y a pas de subvention prévue pour les TME pour la mise à jour du DURP. La mise à jour de ce DU, elle est à l'initiative de l'entreprise et il n'y aura pas d'aide pour la mise à jour du DU. Voilà. Et tout à l'heure, il y avait une autre question aussi pour la séparation souple pour des véhicules. Donc oui, cela pourrait rentrer dans le dispositif du Covid, de l'aide prévention Covid. Donc pour cela, je vous invite à consulter notre site internet où vous allez pouvoir retrouver le formulaire et notre adresse mail où nous envoyer tous les éléments. Oui, alors, si le DU n'est pas à jour et que le rendez-vous est prévu sur juillet, oui, cela peut empêcher la subvention parce que sur le formulaire, vous devez indiquer la date de mise à jour de votre DU. Cependant, pour l'aide Covid-19, vous avez jusqu'à la fin du mois de juillet pour nous envoyer les éléments. Et s'il s'agit d'une autre aide que l'aide pour Covid-19, il suffira de nous envoyer la date de mise à jour de votre DU une fois qu'elle aura eu lieu. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de continuer. Alors, pour aller plus loin, voilà, pour aller plus loin, vous trouverez les liens des sites internet traitant de la problématique du Covid-19, mais aussi de l'ensemble des risques professionnels auxquels votre entreprise peut être exposée. Ces sites disposent d'éléments pouvant vous aider à mettre en place une démarche de prévention, à pérenniser vos actions entreprises et à vous guider dans l'analyse et la gestion de vos risques professionnels. Vous trouverez par exemple sur le site du ministère du Travail le lien vers le nouveau protocole qui est paru hier, ainsi que les différentes fiches conseils, les différentes fiches métiers qui ont été élaborées lors du confinement et vous en avez par secteur d'activité, donc qui peuvent vraiment vous être très utiles. Vous retrouverez aussi une foire aux questions. Voilà, un certain nombre de choses très utiles. Vous trouverez également le lien vers les aides financières déployées par la CARSAT Normandie, ainsi qu'un lien vers le site de l'ANACT, l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail. Pour approfondir les éléments que nous vous avons présentés aujourd'hui, voici quelques ressources complémentaires. Je vous rappelle que le diaporama vous sera envoyé, donc vous retrouverez cette diapo avec toutes les références. Enfin, nous vous rappelons que ce webinaire s'adresse plus particulièrement aux entreprises de petite taille et qu'il reste très généraliste. Donc, pour plus de questions, vous avez sur la diapo qui vient d'apparaître les liens pour nous joindre en fonction de votre localisation géographique. Vous retrouvez le lien vers le pôle des incitations financières ainsi que pour toute documentation, l'adresse pour toute demande d'information.